Voilà, je voudrais d'abord remercier les investigateurs et les organisateurs de cette réunion de m'avoir invité, même si la proposition, je ne sais pas pourquoi ça ne veut pas la proposition de traiter en une vingtaine de minutes les polyaddictions et polyconsommations reste une gageure. Alors la première question, c'est de savoir de quoi on parle, sachant que le terme de polyconsommation que j'ai utilisé au début n'est bien sûr pas synonyme ni de polyaddiction, ni de polytoxicomanie, qui n'est pas un très bon terme car il est réducteur et renvoie plutôt à l'utilisation de drogues illicites. En tout cas, la polyconsommation, dans son sens le plus large, c'est la consommation d'au moins 2 substances psychoactives. Alors, je parlerai essentiellement, bien sûr, ici de la polyconsommation régulière et surtout de la polyaddiction, qui me paraît le meilleur terme, c'est-à-dire la dépendance à un ou plusieurs produits. Merci beaucoup. Alors, là où les choses se compliquent un peu, voici mes liens d'intérêt. Là où les choses se compliquent un peu, c'est qu'évidemment, la consommation de ces produits, elle peut se faire chez une même personne dans des temps différents et avec des catégorisages différents. Donc on peut être dépendant d'un ou plusieurs produits, mais d'avoir un usage socialement admis d'un autre ou à risque, ou encore une fois une polydépendance. Les usages peuvent être simultanés ou séquentiels, déjà pour situer la complexité de la réflexion autour de ces polyconsommations régulières ou de ces polyaddictions. On a un deuxième problème qui est l'épidémiologie, en sachant qu'on a beaucoup de données maintenant produit par produit, mais qu'on en a très peu sur l'association de différents produits, ce qui fait qu'on manque un peu cruellement de données, encore une fois. Celles qu'on a et dont on dispose vont varier beaucoup selon les études, selon les méthodologies, selon les populations étudiées, ce qui fait que là encore, on n'a pas une vision très très précise de la situation, même si je donnerai des chiffres, en tout cas français, dont je dispose, qui suffisent à mon avis pour donner une bonne idée de l'ampleur du problème. Alors 2 mots sur la polyconsommation régulière en population générale, donc définie par au moins 10 usages d'alcool et de cannabis et une consommation quotidienne de tabac. Et on voit qu'en population générale, cette polyconsommation régulière est relativement rare, moins de 10% dans la population adulte. On voit que le maximum de ces polyconsommations régulières, c'est entre 18 et 25 ans à peu près. Ça démarre vers à l'adolescence, ça passe par un maximum et ensuite ça a tendance à diminuer, sachant, et ça ne vous surprendra pas, que chez les jeunes, on a essentiellement des consommations de tabac et de cannabis et d'alcool et de cannabis, consommations qui vont diminuer progressivement avec le temps, alors que dans le même temps, la consommation d'alcool et de tabac va augmenter avec l'âge. Alors à 17 ans, la polyconsommation régulière est un peu plus importante, on est aux alentours de 13%, et finalement, comme pour toutes les conduites addictives, plus elles se compliquent, plus c'est un phénomène masculin, et le rapport est souvent entre 1 et 2 et 1 et 3. L'usage régulier, vous voyez, il y en a quand même un quart qui consomme au moins régulièrement l'un de ces produits, et dans les rapports, en tout cas en France, mais il n'y a pas de raison de penser que ce soit bien différent ni en Belgique ni dans d'autres pays, elle a plutôt tendance à augmenter de 3% entre 2011 et 2014, et plus chez les filles que chez les garçons, en tout cas en proportion. Donc ça, c'est ce que je disais à l'instant, les consommations tabac-cannabis ou alcool-cannabis ont tendance à baisser progressivement avec le temps et avec l'âge, alors que l'association alcool-tabac, qui est un peu l'apanage finalement des adultes d'âge mûr, a tendance à augmenter. Alors je ne vais pas vous abreuver trop de chiffres. Si on reprend les résultats donnés par l'Office européen des drogues et des toxicomanies, on a des résultats similaires, encore que dans les rapports, je trouve que cette polyconsommation est de moins en moins apparente, alors qu'elle l'était davantage dans les premiers rapports des années 2000 ou 2005. Ce qui est intéressant, c'est de voir que les usagers de cannabis consomment plus d'autres drogues illicites que la population scolaire générale de même âge, et que ceux qui consomment beaucoup d'alcool ont, vous voyez, 2 à 6 fois plus de risques de consommer du cannabis dans l'année précédente et 2 fois plus de risques d'avoir pris de la cocaïne. Donc on voit d'emblée que même dans ces populations, la consommation d'un produit est un facteur de risque important de consommer d'autres produits, même s'il n'y a pas encore à ce stade de polyaddiction, mais qu'on est plutôt dans la polyconsommation régulière.
Alors en revanche, si on regarde ce qui se passe chez les personnes qui demandent de l'aide, on est là très clairement dans un phénomène d'une toute autre ampleur. Donc j'ai pris les données RECAP, qui sont les données de l'ensemble des structures de soins en addictologie en France, en tout cas d'obédience médico-sociale, dit XAPA. Ils ont un rapport d'activité chaque année qui regroupe à peu près 180 000 patients, donc c'est une grosse base et qui permet de regarder un peu produit par produit ce qui se passe ou en association de produits. Donc vous voyez que d'emblée, sur 66 000 patients, on en a moins d'1 sur 2 qui ne consomment qu'un seul produit, et je suis intimement persuadé que parmi ces 42%, il y en a qui consomment aussi d'autres produits, mais c'est des déclarations des équipes, et si on ne cherche pas les autres produits, on ne les trouve pas. Je vous montrerai tout à l'heure pourquoi. Et on voit qu'on en a donc à peu près 60% qui consomment au moins 2 produits, donc on est loin des chiffres que je viens de vous montrer par rapport à la population générale. Alors si on regarde d'un petit peu plus près, et déjà en fonction du principal produit consommé, de celui qui pose le plus de problèmes, on retrouve les mêmes chiffres à peu près pour le groupe cannabis et le groupe alcool, donc les patients qui viennent consulter pour un problème de cannabis ou un problème d'alcool. Un peu moins 1 sur 2 ne prend qu'un produit. En revanche, on voit que pour le groupe des patients qui viennent consulter pour une drogue illicite hors cannabis, on n'est que 30% de patients qui ne prennent qu'un produit, et donc plus des 2 tiers qui prennent 2 produits ou plus. Donc clairement, le fait de consommer des drogues illicites, hors cannabis en tout cas, est un facteur de risque de polyconsommation et de polyaddiction. Si maintenant on regarde quels sont les autres produits qui sont consommés et qu'on compare ça aux données de la littérature, on s'aperçoit que pour le cannabis et l'alcool, les recueils sont assez conformes aux données de la littérature, et donc les équipes cherchent ces produits. Vous voyez, 43% dans la littérature, c'est entre 40 et 80. Pour l'alcool, c'est à peu près un tiers, bien au milieu des 20-40% donnés dans les publications. Par contre, on ne peut être que frappé par le fait que sont déclarés dans ce rapport 62 patients fumeurs, ce qui évidemment n'a aucune chance de correspondre à la réalité, pour laquelle on est plutôt dans la littérature et dans l'expérience quotidienne, vers le fait que pratiquement tous ces patients fument, 80 à 95% dans la littérature. Il en va exactement de même pour les benzodiazépines, 7,5% dans ces recueils de consultation, 30 à 70% dans les publications, et on sait bien que dans la vraie vie, ces patients, notamment héroïnomanes, consomment très souvent des benzodiazépines. Donc ça veut dire que ces substances qui ne sont pas considérées au premier rang des problèmes immédiatement présentés par le patient sont finalement peu recherchées, peu documentées les dossiers, et par voie de conséquence, peu traitées, ce qui est une vraie difficulté, y compris parce que finalement, les héroïnomanes meurent probablement peu de leur héroïne en tant que telle, mais beaucoup de choses à côté, soit les voies d'injection, les infections virales, soit de leur consommation d'alcool et de tabac. Donc ça, c'est un premier message. Il faut vraiment rechercher les autres produits consommés et les prendre en charge de façon très générale. Alors, les patients qui sont substitués ne sont pas exempts de consommer d'autres choses, et j'y reviendrai tout à l'heure, mais que ce soit pour la méthadone ou pour la buprenorphine, on a aussi des consommations, certes de morphine, mais relativement anecdotiques, d'héroïne et d'autres produits. Le tabac, on le retrouve plus de 80%, l'alcool 30%, et dans des enquêtes de médecine générale, entre 10 et 25% de cannabis. Donc on voit l'importance, la fréquence, notamment dans ce groupe de patients qui prennent des drogues illicites, mais aussi qui sont déjà substitués, de la poursuite de consommation d'autres substances. Alors un mot, car à ces tendances, on l'a déjà évoqué ce matin, sur le problème des relations entre les opioïdes prescrits et les autres substances psychoactives, et ceci n'est pas anecdotique. On voit que finalement, la porte d'entrée peut être la prescription dentalgique pour des douleurs soit aiguës, soit plus souvent chroniques, notamment non cancéreuses, et que finalement, le profil, au bout d'un certain temps, se ressemble, avec le risque de mésusage, dans un sens ou dans l'autre d'ailleurs, qui est très augmenté. Soit les patients sous antalgiques vont consommer d'autres produits, drogues illicites et benzo, avec des augmentations, vous voyez, qui sont très importantes, risque multiplié par 4 ou pour 6,5. Ou à l'inverse, des patients qui sont sous antalgiques opiacés et qui vont donc consommer d'autres substances. Donc, soit ils sont sous antalgiques, consomment d'autres substances, soit ils prennent d'autres substances et ils vont pouvoir y associer et déraper avec les antalgiques opiacés. Alors la polyconsommation, je ne vais pas trop y insister, elle peut être bien sûr simultanée, concomitante au cours d'une même occasion. Ça peut être un usage consécutif, séquentiel dans le temps, donc on va passer d'un produit à un autre, soit parce qu'on l'a arrêté et qu'on va faire un transfert de dépendance, soit que dans le temps,
la personne utilise différents produits. Ou bien une substitution, c'est-à-dire que si j'ai plus le produit que je prends habituellement, l'héroïne par exemple, eh bien je vais rechercher d'autres produits qui sont disponibles. Pourquoi cette polyconsommation? Alors il y a déjà le rôle des effets. Alors on peut chercher à les maximiser, par exemple en potentialisant de l'alcool et des opioïdes. On peut essayer d'équilibrer certains effets ou de les contrôler. Par exemple, pour adoucir la descente d'opiacés, on peut consommer de l'alcool. On peut l'utiliser pour remplacer lorsque, encore une fois, on n'a pas le produit que l'on prend habituellement, avec également l'idée que si je n'ai pas à disposition le produit, ou si je suis dans un milieu particulier, comme le milieu festif par exemple, je vais consommer ce qui est habituellement utilisé dans ce milieu, sans parler bien sûr des problèmes de vulnérabilité individuelle. Donc les raisons de consommer pour retrouver ou ressentir des effets particuliers sont nombreuses. D'autres éléments qui sont liés là plus à l'individu, à la personne. Alors bien sûr la sévérité d'une conduite, on le reverra dans un instant, est un facteur de risque important d'avoir d'autres conduites addictives. Les événements de vie habituellement négatifs sont des facteurs de risque. La persistance ou l'existence d'un craving important pour une et éventuellement plusieurs produits. Les milieux festifs, je viens d'en parler. Les situations de précarité, mais aussi les troubles psychiatriques, Georges Brousse va en parler tout à l'heure, sont clairement des facteurs de risque d'avoir des conduites sévères ou des polyconsommations ou des polyaddictions. Et bien sûr, tout l'aspect neurobiologique et génétique de vulnérabilité de ces patients. Deuxième ou troisième élément, c'est aussi les considérations neurobiologiques qu'on connaît maintenant assez bien depuis 25 ans, c'est-à-dire l'idée que finalement, pourquoi un petit nombre de patients ou de personnes dans la population vont consommer un grand nombre de produits? Eh bien, on a cette espèce de voie finale commune au niveau du système de récompense, de libération de dopamine probablement entre autres, qui fait qu'ils vont générer, sinon les mêmes effets, du moins des mécanismes similaires, une espèce de voie finale commune qui va pousser à consommer un produit ou plusieurs produits pour arriver à ressentir les effets. Et il faut y ajouter des mécanismes qui sont peut-être de connaissances un peu plus récentes, qui sont la dysrégulation des systèmes de stress, qui jouent également un rôle dans la genèse de ces comportements addictifs. Alors pourquoi est-ce que c'est important de rechercher la polyconsommation dont on vient de voir que finalement c'est la règle dans les structures de soins et non pas l'exception, alors que pendant longtemps on a considéré, moi quand j'ai commencé, plutôt versant alcool, on disait aux patients vous êtes là pour arrêter l'alcool, le reste on verra plus tard ou vous verrez plus tard, notamment pour ce qui concernait le tabac et les médicaments, qui n'étaient donc pas considérés et pris en compte. Alors d'abord, il faut considérer que la polyconsommation est toujours un facteur de risque particulier et d'aggravation des problèmes, notamment des conséquences médico-psychosociales. Donc toutes les comorbidités sont aggravées, qu'ils soient aigus, toxicité aiguë, le risque de surdose par exemple par les opiacés, dépression respiratoire, mais aussi tous les risques chroniques, qu'ils soient médicaux, psychologiques ou sociaux. C'est enfin un facteur de mauvais pronostic du résultat thérapeutique, et donc on est là dans une difficulté supplémentaire. Deuxièmement, il y a des effets qui se renforcent mutuellement sur les conduites de consommation elles-mêmes, que ce soit d'ailleurs avec ou sans produit. La polyaddiction génère un risque particulier et plus important de développer donc une autre conduite addictive qui peut être un usage nocif ou une dépendance. On a des interfaces, et Laurent Carilla vient de le montrer, entre différents produits qui se renforcent mutuellement. C'est caricatural pour l'alcool et le tabac, mais il a bien rappelé par exemple que pour la cocaïne, l'alcool et le tabac sont aussi des facteurs de rechute importants. Et pour les traitements, en termes de transfert de dépendance, d'augmentation de la consommation d'un produit après l'arrêt ou de substitution pour retrouver des effets avec d'autres produits. Donc on a une aggravation de la morbidité et des complications, on a aussi des interactions entre les différentes conduites addictives elles-mêmes, dont on sait bien, et les patients nous l'ont appris, qu'elles se renforcent les unes et les autres, et très régulièrement les patients nous disent « mais j'ai bien conscience que quand j'ai envie de fumer, ça me donne aussi envie de consommer, de la même façon que quand ils consomment de l'alcool, ça leur donne envie de revenir à la cocaïne ». Donc tout ça, ça complexifie beaucoup les soins. Je ne vais pas revenir sur les éléments, mais dans la mesure où il y a des comorbidités supplémentaires, il faut les prendre en charge et dans un cadre d'autant plus pluridisciplinaire
que ces complications sont variées. Les consommations, alors je vais vous dire dans un instant qu'on n'a pas de données très solides, mais il faut bien en faire quelque chose, et plus il y en a, plus ça complique aussi un petit peu les choses. Donc ça multiplie les combinaisons et les problématiques avec cette question, est-ce qu'on arrête tout en même temps, pas tout en même temps, comment on procède? Je vais essayer d'y revenir. Donc finalement, et je crois que c'est un enjeu très important, je disais tout à l'heure que quand j'ai commencé il y a une trentaine d'années l'alcoolologie en particulier, ou du moins m'intéresser aux substances licites, on était une approche monoproduit et on ne s'intéressait pas aux autres. Et qu'on est maintenant véritablement de passer, d'ailleurs on s'était aussi ingénié à faire des dispositifs qui étaient par produit, et on voit clairement qu'on est là aussi dans un changement de paradigme important qui est de gommer un petit peu l'aspect produit, notamment monoproduit, pour s'orienter vers des approches qui sont pluriconduites addictives et centrées davantage sur le comportement et la personne dans son environnement, dont on a vu aussi l'importance ce matin. Donc il y a 30 ans encore, on était dans l'idée, vous venez après un problème d'alcool, comment est-ce qu'on peut faire ça? On était centré sur le produit. Maintenant, on est centré sur une approche beaucoup plus globale des patients qui viennent. Alors cette approche globale, le premier temps, c'est de les repérer. Alors on n'a pas vraiment de questionnaire relativement simple et utilisable. Alors il y a l'Asie, il y en a quand même quelques-uns. Mais enfin, c'est très long, c'est compliqué à faire passer. On manque un petit peu d'outils de repérage plus simples. Alors, il y a le CRAFT pour les ados, il y en a quelques autres, mais on est quand même plus ou moins amené d'abord à poser les questions aux patients de façon très simple ou à utiliser des questionnaires qui soient un peu par produit, comme c'est le cas, par exemple, du Fagerström pour le tabac. Donc, les médicaments prescrits ou non, il ne faut pas les oublier, parce qu'on l'a vu tout à l'heure, les benzodiazépines, les antalgiques opiacés sont véritablement maintenant au premier plan. Et les risques, notamment d'interaction pharmacologique, sont évidemment majeurs, et les addictions comportementales, car finalement c'est un ensemble, et quand on cherche chez quelqu'un qui a une addiction à un ou plusieurs produits, on trouve aussi des addictions comportementales, notamment aux jeux, etc. Et à l'inverse, si un patient vient pour une addiction aux écrans ou aux jeux, on trouve aussi des addictions associées à différents produits. Donc les profils sont relativement superposables, et je vais donner ici l'exemple de la douleur chronique. On a une porte d'entrée souvent pour des lombalgies chroniques non cancéreuses. Et finalement, quand on regarde le profil de ces patients, on s'aperçoit qu'ils ne sont pas si différents de ceux des autres patients polyaddicts. Voilà, on voit bien qu'ils prennent souvent aussi des benzodiazépines. 40% des douleurs chroniques traitées par opiacés prennent des benzodiazépines. Et quand on regarde, les doses sont plus élevées, la durée de traitement est plus longue. Le risque de consommer d'autres substances est plus élevé. Et le risque est également plus élevé d'avoir des comorbidités psychiatriques. Donc finalement, quelle que soit la porte d'entrée, quelle que soit l'addiction de départ, les profils se ressemblent de façon très forte. Voilà, donc l'important à titre préventif, c'est d'alerter les patients sur les risques de dépendance, mais aussi de regarder en amont de la prescription si le patient a un profil à risque particulier, et on commence assez bien à les connaître, c'est-à-dire la même chose pour la chirurgie bariatrique, où on sait bien que 10% de ces patients vont avoir un problème avec l'alcool et développer un problème avec l'alcool. Et que si on ne les repère pas en amont ou qu'on ne les suit pas après leur chirurgie, eh bien on les trouve après lorsque c'est un peu tard. Deuxième élément, l'évaluation. Donc là non plus, on n'a pas d'outils de synthèse, d'évaluation des polyconsommations. Donc on est amené à la faire un peu par produit, soit quantitative, d'apprécier la quantité de produits, licites ou illicites, les médicaments, etc. Mais peut-être et surtout qualitative, c'est-à-dire les modalités d'usage, quels sont les objectifs de consommation, la fréquence, est-ce qu'il y a dépendance ou pas dépendance, de façon à avoir une sorte de cartographie, une vision relativement globale de ces modalités de consommation. Alors, il y a au moins des éléments communs à la prise en compte de l'ensemble des produits ou de l'ensemble des addictions. Donc, je crois qu'on peut partager l'idée que l'accompagnement psychosocial est la base de ce traitement. Le dépistage des comorbidités, qu'elles soient somatiques ou psychiatriques, notamment psychiatriques, puisqu'on a vu que c'est un facteur de risque supplémentaire très important et une difficulté supplémentaire pour le traitement, est essentiel, et leur prise en charge également. Déterminer les priorités, donc on évalue, mais il faut hiérarchiser, c'est-à-dire est-ce qu'on fait tout en même temps, et il y a peu de patients qui sont capables de faire tout en même temps, il n'est probablement pas souhaitable qu'ils fassent tout en même temps, mais par contre, on a toujours plus ou moins une porte d'entrée, on peut commencer à travailler dessus, et ensuite à essayer de tirer avec lui la pelote, de façon à avoir
Sinon, une stratégie qui va tout faire en même temps, du moins un sort de calendrier ou de réflexion sur l'ensemble des conduites et la façon dont le patient voit les choses et dans la façon dont on peut l'aider à améliorer la situation. Alors l'idée des sevrages simultanés, on pourra en discuter si vous le voulez. Moi je crois qu'il est plus simple d'arrêter plusieurs produits en même temps que le faire de façon séquentielle, mais encore une fois c'est le patient qui va décider. En tout cas je crois qu'il faut le proposer de façon relativement systématique ou en tout cas en discuter avec le patient. Il n'y a pas de différence de nature sur les stratégies thérapeutiques, puisque là on retombe quand même sur les spécificités des différents produits, sauf en ce qui concerne les aspects comportementaux et psychosociaux. Et puis ça amène là un changement dans les pratiques qui est à la fois de décloisonner les pratiques des différents intervenants et probablement de réfléchir aussi à l'évolution des dispositifs de soins de façon à pouvoir répondre à l'ensemble des questions, puisque, je le disais tout à l'heure, on a construit un dispositif historiquement par produit et qu'on est en train plutôt de le réorganiser en addictologique pour pouvoir répondre à toutes ces questions. Alors, les mesures de RDR, je n'y insiste pas parce que ce n'est pas tout à fait le sujet, mais elles sont indispensables. Puisque je viens de vous le dire, si un patient veut arrêter une substance, il peut très bien ne pas vouloir arrêter d'autres, et dans ce cas, on ne va pas le laisser en jachère au milieu du gué, mais lui proposer des mesures de réduction des risques adaptées aux risques liés aux conduites qu'il veut poursuivre. Donc ça, c'est aussi le socle commun de la prise en charge de ces polyaddictions. Alors rapidement, deux exemples de la façon dont on peut procéder. D'abord, un jeune héroïnomane qui prend plein d'autres choses, y compris d'autres drogues illicites, et puis plutôt l'adulte d'âge mûr, pour laquelle la porte d'entrée, c'est plutôt les produits licites. Alors si je veux insister sur l'héroïnomane, c'est parce que là, il y a une stratégie et des méthodes qui sont relativement bien validées et structurées. La première étant que l'héroïne est le produit qui pose problème et pour lequel on a des traitements de substitution qui sont très efficaces pour diminuer le craving, donc cette envie irrépressible de consommer. Et on sait que ces stratégies permettent de diminuer la reconsommation d'héroïne, de diminuer l'usage de TAO et de diminuer le risque de compassion avec d'autres substances psychoactives, notamment la cocaïne et les benzodiazépines. Ceci est un peu moins vrai pour le tabac et l'alcool. Donc l'idée c'est, si on bloque le craving à l'héroïne et la consommation d'héroïne, on va le stabiliser, on va limiter les reconsommations d'opiacés et d'autres substances et on va pouvoir discuter avec lui tranquillement de ces autres problématiques et l'aider à avancer. Je vous rappelle juste que en France, en tout cas, la plupart de nos patients, en moyenne, sont sous-dosés en TAO. Et ça, c'est une difficulté parce que, du coup, le craving se maintient. Ils vont donc continuer à user de l'héroïne, mais user leur TAO ou avoir recours à d'autres substances psychoactives pour retrouver des effets. Donc, l'utilisation de TAO à dose suffisante est un enjeu extrêmement important. Et encore une fois, clairement, en France, on a des doses qui sont en moyenne à la fois à cause des prescripteurs et aussi des patients, une espèce de consensus à dire bon, ben là maintenant ça arrête, c'est assez comme ça, alors que clairement c'est pas assez. Ça, c'est ce que je viens déjà de dire, je n'y insiste pas pour montrer que ce soit la méthadone ou la buprenorphine, des traitements à dose efficace diminuent beaucoup la poursuite de la consommation d'héroïne, mais aussi de cocaïne, de benzodiazépine, et je viens de le dire à un degré moindre, de l'alcool et du tabac. Si on s'intéresse maintenant à un adulte alcoolodépendant, c'est habituellement l'alcool qui pose le plus de problèmes, encore qu'il arrive que des patients viennent pour le tabac, parce que c'est plus facile à venir dire, mais qu'on se rend compte rapidement, y compris avec le patient, que c'est l'alcool qui est le vrai problème et qu'à ce moment-là, on va switcher l'objectif. S'il refuse l'arrêt, ce qui reste quand même pour les patients très dépendants, notamment polyconsommateurs ou polyaddicts, l'objectif le plus pertinent et le plus fiable dans le temps, malgré tout, il peut ne pas souhaiter arrêter. Donc on est dans un objectif de réduction des risques et de diminution de consommation, y compris en termes d'objectifs transitoires, le temps qu'il fasse évoluer sa motivation. La prise en soin, elle est la même que pour un patient qui aurait une monoconsommation pour autant que ça existe. Donc le sevrage, habituellement ambulatoire, l'accompagnement psychosocial, les quelques médicaments anti-craving et d'efficacité limitée dont on a l'usage, et puis le traitement des complications. Si ces médicaments, l'idée, c'est de sevrer éventuellement avec le même médicament ou de switcher pour une molécule, par exemple l'Admivie longue, c'est une benzo-Admivie courte, et ensuite, si le patient est d'accord, de proposer une diminution très progressive des benzodiazépines. Je crois vraiment qu'il faut faire une proposition systématique d'arrêt du tabac, avec une place essentielle des traitements de substitution nicotinique pour diminuer le craving, comme pour l'héroïne.
S'il refuse, on est à nouveau dans la réduction des risques, peut-être diminution, cigarette électronique, etc., et l'accompagnement. Même remarque pour l'arrêt du cannabis, là on n'a pas de traitement, on vient de le voir. Parmi les patients que je vois, en général, ils sont prêts, ceux qui sont polyaddicts, à tout arrêter, mais sauf le cannabis, quoi. Enfin, ils ont beaucoup de mal à le lâcher, celui-là, c'est un délire de âge. On n'a pas de médicaments spécifiques, donc c'est essentiellement l'accompagnement psychosocial qui va faire l'essentiel du résultat. Donc, de mon point de vue, en tout cas, même si je n'ai pas une littérature abondante à vous citer pour confirmer cela, de mon point de vue et d'expérience, je pense qu'il est possible d'arrêter plusieurs produits simultanément. En tout cas, les rares études dont on dispose confirment que le fait d'arrêter plusieurs produits n'augmente pas le risque de rechute de l'un ou de l'autre produit. Alors du coup, ça nous amène à positionner le craving un peu comme un facteur fédérateur. Voilà, le patient il a un craving pour plusieurs produits, et l'objectif du traitement, notamment médicamenteux, ça va être de diminuer ce craving dont on vient de voir que s'il persiste, c'était vraiment un facteur de rechute ou de persistance d'un ou plusieurs comportements, et que si on arrive à le supprimer ou au moins à le diminuer, alors on va pouvoir avancer dans l'accompagnement du patient. Alors pour ça, il y a deux stratégies. Soit on a des agonistes comme la nicotine ou aux opiacés, on appelle ça la substitution, soit on a d'autres mécanismes d'action, mais finalement, le mécanisme, indépendamment du mécanisme pharmacologique, l'idée est la même, quel que soit le mécanisme d'action de ces médicaments. Donc pour conclure, on est clairement depuis maintenant une vingtaine d'années dans un vrai changement qui est de passer du monoproduit, et le reste on verra plus tard où je ne m'y intéresse pas, vers cette approche comportementale et environnementale, pluriconduite addictive, ce qui a donc des conséquences très précises, je viens de le dire, au moins pour ce qu'on en sait sur les pratiques professionnelles, mais aussi sur l'évolution et la réorganisation des dispositifs addictologiques. On a malheureusement peu de données, que ce soit épidémiaux, sur l'évaluation et sur les traitements. On a peu de données sur qu'est-ce que ça fait si on veut arrêter plusieurs conduites en même temps. Est-ce qu'on a des traitements plus ou moins adaptés? Ça manque beaucoup. Pourtant, les conséquences et les problématiques sont très différentes des monoconsommations. Donc l'enjeu, c'est d'y penser systématiquement, de les repérer, de les évaluer. Il faudrait développer des approches globales et personnalisées de ces patients, des outils de dépistage et d'évaluation dont on dispose peu, et des approches thérapeutiques adaptées, je viens de vous le dire, sans oublier la prévention. Et je vous remercie de votre attention en m'excusant d'être un petit peu en retard. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop vite. Sinon, je suis prêt à répondre à des questions. Seulement celles auxquelles je sais répondre. Merci pour ce bel exposé. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Moi, je poserais déjà bien la même question que tout à l'heure. Est-ce que vous les traitez en ambulatoire ou en hôpital, les polydépendants? Alors, ça dépend. La majorité sont évidemment traités, y compris sevrés, en ambulatoire. 80% de nos patients hospitalisés sont des patients d'obédience alcool, si j'ose dire, parce que c'est eux qui ont des complications somatiques qui justifient des bilans ou des prises en charge spécifiques, parce que c'est aussi le produit qui entraîne des syndromes potentiellement graves, parfois encore mortels, enfin pas à l'hôpital, mais s'ils ne sont pas pris en charge dans des conditions suffisamment médicalisées. Les 20% restants, c'est souvent des problèmes héroïne, soit mise substitution, soit arrêt de substitution, soit switch, par exemple de BHD vers méthadone. Le reste, c'est beaucoup plus anecdotique. Je veux dire, pratiquement, il n'y a pas d'hospitalisation pour tabac. Il y en a relativement peu pour le cannabis. 95% sont pris en ambulatoire. Il peut y avoir un peu de prise en charge cocaïne en résidentiel. Ça reste quand même relativement rare. Donc, l'immense majorité de ces patients sont pris et suivis en ambulatoire. Ceux qui sont hospitalisés sont ceux que je viens de dire, et à 80%, c'est prém-alcool, soit pour des raisons de sevrage à risque, on va dire, soit pour des problèmes de bilan, complications somatiques ou psychiatriques, soit pour des problèmes de drogues illicites, notamment héroïne, et adaptation des traitements par TAO. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ?
m'entends ? Oui, vous avez cité tantôt, dans les facteurs de risque, les patients qui présentent des douleurs chroniques de polydépendance. C'était uniquement lié à l'usage de traitements opiacés antidouleurs, ou il y avait d'autres éléments qui pouvaient expliquer ce risque augmenté ? Non, le risque est augmenté, ce n'est pas la douleur en tant que telle qui augmente le risque, c'est le profil du patient. Et donc le profil du patient, on le connaît assez bien, c'est habituellement des hommes jeunes. C'est souvent des indications pour des douleurs chroniques non cancéreuses, donc lombalgie chronique, sciatalgie et autres. C'est des patients qui, quand on les cherche, ont souvent des comorbidités psychiatriques. Et c'est des patients qui, quand on les cherche, on trouve aussi déjà la consommation d'autres substances psychoactives. Voilà en gros les idées. Donc quand on a des patients qui ont ce profil, la prescription d'antalgiques morphiniques, s'il y a besoin, évidemment peut être faite, mais avec une surveillance peut-être un petit peu attentive de ce qui se passe derrière, surtout si le traitement est chronique, parce que voilà, c'est surtout ce type de profil qui est à risque de déraper dans les mois ou les années à venir. J'évoquais la chirurgie bariatrique, c'est exactement le même type de profil, et le risque de développer un problème d'alcool derrière est également important. Donc l'idée, c'est à la fois de les repérer en amont, pas forcément pour ne pas les traiter, mais pour pouvoir les suivre derrière. D'abord, peut-être malgré tout, pour rationaliser certaines indications qui sont, à mon avis, maintenant un peu trop larges, et puis pour les suivre derrière, pour voir s'ils dérapent. Et quand je dis que ces indications sont un peu larges, moi, quand j'étais interne, on nous expliquait qu'en France, en tout cas, on était mal formé parce qu'on n'utilisait pas assez de morphine. Je crois que maintenant, on est un peu dans l'excès inverse. On utilise trop de morphine, y compris dans des douleurs dont on sait qu'elle est relativement peu efficace, y compris neurogène, alors qu'il y a d'autres méthodes, notamment non médicamenteuses, qui sont, à mon avis, pas assez utilisées. Et chez ces profils de patients, eh bien, peut-être qu'il faut réfléchir encore un peu avant de mettre de la morphine par rapport à d'autres méthodes, ou en tout cas, tant qu'on n'a pas utilisé toutes les autres méthodes. Voilà. Et vous pensez à quelle méthode ? Des méthodes de type kinésithérapie, méthodes physiques de rééducation, réadaptation, ultrasons, infrarouge, enfin il y en a énormément. Mais en gros, c'est des médecines physiques et manuelles. Merci. Je veux dire, la faiblesse de penser que dans beaucoup de cas, ils sont plus efficaces que les traitements antalgiques, donc on est finalement les limites sur certaines de ces douleurs.